Bonjour à tous, si vous ne me voyez pas bien c'est normal, il fait nuit, on fait une petite balade vers un objectif qu'on va dire opérationnel, vous verrez bien en fin de vidéo. Et comme il va me falloir une petite dizaine de minutes à minima pour arriver jusqu'à l'objectif, eh ben, je vais en profiter pour poursuivre une discussion avec des zadistes de Notre-Dame-des-Landes que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Suite à une publication d'un tract qui appelle chacun à venir les soutenir le 10 février prochain. Et sur ce tract, il y avait évidemment des revendications qui étaient propres à la question de la construction de l'aéroport. Là-dessus, il y a un consensus, très clairement, cet aéroport ne sert strictement à rien, si ce n'est à servir les intérêts d'industriels, de financiers, de politicards, voilà. Et, ça n'a aucun sens du point de vue d'intérêt général, du point de vue de la gestion de notre environnement. Ça n'a strictement aucun intérêt, et même les professionnels de l'aviation disent qu'ils n'en ont, enfin, qu'il n'y a pas besoin d'agrandir les infrastructures existantes. C'est tout à fait suffisant. Donc là-dessus, pas de souci, on est tous d'accord. Cependant, sur ce tract, il y avait quand même d'autres choses qui ne peuvent que me chatouiller, moi. Il y avait... D'abord, je vais vous parler de l'illustration avant même d'évoquer la question des revendications. En illustration, qu'est-ce qu'on avait? On avait dessiné un bonhomme assis, tout de noir vêtu, botté et cagoulé. Voilà. Bon, ça, moi, ça m'inspire exactement ce qui a été connu en d'autres périodes en Italie, en Allemagne et ailleurs. Hein. Et voilà, j'aime pas ça. Clairement, moi, ça me fait penser à des vieux remubles historiques dont on n'a pas besoin. Les gens cagoulés en bottes pour qui veulent exprimer leurs idéaux politiques, j'ai aucune confiance en ces gens-là. Donc les mecs, changez d'illustration, hein, parce que même si vous essayez de faire valoir la théorie de la violence nécessaire, du désordre public constant, etc., à travers le délire Black Bloc, non, ça passe pas. La majorité des gens ne vous suivront pas là-dessus. Les gens n'aspirent absolument pas à ce genre de comportement, n'aspirent pas à la violence. C'est les Black Blocs qui viennent troller les manifestations. Quand ils viennent se confronter à la police, ils sont juste en train de foutre un bordel monumental qui permet au préfet de pouvoir d'être en droit, en fait, d'autoriser le recours à la force publique. Et évidemment, lorsqu'il s'agit de disperser des milliers de gens qui manifestent, ça ne peut pas se faire de façon gentillette et pacifique. Il va falloir gazer, il va falloir matraquer, il va falloir utiliser du flashball, surtout quand il y a des crétins en face qui balancent des cocktails Molotov, qui caillassent les flics, etc. Et qu'il y a derrière eux encore des abrutis qui chantent tout le monde déteste la police. Donc il va y avoir des blessés, hein, parmi des gens qui n'avaient rien demandé, qui voulaient juste manifester pacifiquement. Puis voilà, on va avoir une jeune femme qui va se retrouver avec un œil en moins, une petite vieille qui va se retrouver avec un coup de matraque ou un coup de gazeuse sur la tronche. Voilà, parce que vous avez une poignée d'abrutis ont décidé de faire les cons dans les manifs. Donc voilà, déjà la stratégie Black Bloc et puis le délire cagoulé, laissez tomber, c'est mort, ça n'inspire absolument pas confiance. Ensuite, il y avait donc les revendications. Elles étaient belles, les revendications. Donc en dehors de la question de l'aéroport, disais-je, il y avait, en gros, que je me souvienne bien, sus à l'État, sus au gouvernement, il n'en faut plus, il ne faut plus de frontières non plus, et plus de patrons. Bon, les patrons, on va passer très rapidement dessus. Enfin, déjà dire les patrons. Les patrons, qu'est-ce que ça définit, les patrons? Le petit exploitant agricole, l'artisan, le commerçant, c'est des gros vilains méchants capitalistes véreux qui sont des gens toxiques pour la société.
Non, c'est juste des petits indépendants, ils font chier personne. Même le petit patron de PME qui a monté sa boîte, qui a réussi à se constituer une petite PME familiale d'une vingtaine ou trentaine d'employés où les rapports sont sains et sympathiques, je dirais même. C'est pas quelqu'un qui est toxique pour la société. Donc si vous voulez parler des enfoirés qui sont aux manettes des multinationales, d'accord, mais dans ce cas-là, précisez. Sinon, en fait, vous mettez dans le même sac tout un tas de gens qui n'ont rien à voir. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais cet amalgame pourri et naze, vaut mieux éviter. Ensuite, donc, on est dans le sans-frontiérisme dégueulasse et habituel des gauchistes, des bobos, des bobos apatrides, quoi, on va dire. Et à un moment, il faudrait raisonner, les mecs. Parce que je sais pas si vous... les mecs, il y avait beaucoup de filles avec qui je discutais pour le coup, donc pardonnez-moi mon raccourci sémantique, mais sans frontières, il n'y a pas de peuple. Parce qu'un peuple ne peut s'autodéterminer qu'à partir d'un territoire politique circonscrit. Et on peut avoir des pensées universalistes, souhaiter la fraternité entre les peuples, la paix, les rapprochements culturels, c'est très bien tout ça. Je suis complètement d'accord. Mais ça ne se fait pas en abolissant les frontières. L'abolition des frontières, en fait, ne produit qu'une chose, c'est que les intérêts prédateurs, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient financiers, mettront le grappin sur un pays qui ne se protège plus, qui n'a plus de gouvernement pour pouvoir, par exemple, prendre des décisions de toute urgence en cas de catastrophe naturelle ou d'invasion militaire ou de bombardement. Enfin voilà, il faut toujours anticiper le pire. Le monde n'est pas un monde bisounours. Je sais que certains croient que c'est tout est chaud-poutou, qu'il suffit de penser soi-même que le monde pourrait être meilleur et que tout le monde voudrait que le monde soit meilleur pour que le monde soit meilleur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des vrais pourris qui sont bien accrochés à des sphères de pouvoir et qui n'en ont rien à foutre de vos conceptions philosophiques ou spirituelles sur l'humanité, qui s'en branlent totalement, et qui, dès lors que l'on baisse la garde d'une façon ou d'une autre, auront les moyens de nous pourrir. Et il se trouve qu'en plus, à travers le monde, votre réflexion sans frontiériste, elle est hyper marginale. Non seulement en France, vous êtes marginaux sur cette considération, mais à travers le monde entier aussi, c'est pareil. La majorité des gens ne tiennent absolument pas à voir leur pays démoli. Donc, laissez tomber votre frontiérisme pourri, il est complètement abscon, il n'a aucune réalité politique tangible. Et admettons que la France, on est tellement bien parti dans des débilités idéologiques, pourquoi pas, on pourrait le supposer. Mais bon, admettons que la France soit le seul pays de couillons qui décide d'abolir ses frontières et de démanteler l'État, ce qui est de toute façon structurellement impossible. Mais admettons, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui se passera derrière? Est-ce que vous croyez que les autres États vont d'un coup se dire « Oh bah tiens, les Français le font, alors nous aussi, on va abolir toutes les structures de notre État, les frontières, à faire comme les Français ». Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On va nous prendre pour des bouffons, c'est tout ce qui se passera. Les Chinois resteront Chinois, les Thaïlandais resteront Thaïlandais, les Ghanéens resteront Ghanéens, les Péruviens Péruviens. Enfin voilà, à un moment, il faut réfléchir. Bon, donc le sans-frontiérisme, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand on ne respecte pas les frontières que l'on génère des guerres. L'État, qu'est-ce que c'est que l'État? Alors là aussi, vous ne voulez pas d'État, c'est très bien, vous êtes gentil, mais l'État, indépendamment de vos considérations, existera toujours. Pour une raison bien simple, c'est que l'État, c'est l'ensemble des institutions d'un pays qui permettent à un peuple d'avoir le contrôle sur ses propres politiques publiques. Ce sont juste un ensemble d'institutions liées à un pays. Voilà ce que c'est que l'État. C'est tout à fait neutre en fait. L'État, c'est pas une personne physique
C'est pas une personne qui aurait une pensée idéologique, une idée, une intention. Non, l'État, c'est en fonction de qui le gouverne, eh bien, il nous permet d'aller vers certains progrès sociaux ou pas. Voilà, c'est tout. L'État, c'est qu'un ensemble d'institutions dont le peuple se sert pour assurer ses propres intérêts. Il y avait quoi? Il y avait l'absence de gouvernement. Ah oui, alors il faudrait aussi démolir le gouvernement. Bon, alors, comment un pays peut s'empêcher, comment dire, comment un pays peut réagir à un conflit? Je crois que j'ai déjà dit ça, ce truc-là. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, je continue. Hein. Mais réfléchissez. Il ne s'agit pas de démolir un gouvernement. Il s'agit d'avoir le contrôle sur le gouvernement, parce qu'un gouvernement, c'est ultra essentiel pour la sécurité du peuple. Un gouvernement, c'est ce qui permet de réagir en dernier ressort, de prendre les décisions de dernier recours si jamais on est attaqué, si jamais on a une catastrophe naturelle. Et puis au-delà de ça, un gouvernement assure la cohérence des politiques publiques. Parce que le peuple peut être souverain et établir lui-même les lois qui sont à son propre profit. Donc chacun peut initier des lois sur un domaine particulier de la vie publique. Mais cela, c'est sans cohérence avec le reste des politiques publiques. Or, un gouvernement, lui, sa tâche, c'est d'assurer la cohérence entre la gestion des affaires diplomatiques, économiques, commerciales, industrielles d'un pays. C'est ça que fait un gouvernement. Le gouvernement, c'est un organe de décision. C'est pas un organe législatif. Alors, je sais que ça vous chiffonne de vous dire qu'il y a des gens qui peuvent décider, qui peuvent être au sommet d'une hiérarchie sociale, quelle qu'elle soit, mais c'est juste nécessaire structurellement. C'est une organisation qui date de peut-être depuis l'aube de l'humanité. On a toujours eu des chefs, c'est pas pour rien. Il y a toute une réflexion philosophique derrière. Le problème des chefs, c'est pas qu'ils existent, c'est qu'on n'en a pas le contrôle le plus souvent, surtout à un niveau politique. Et c'est ça qu'il faut régler. C'est pas dire on veut pas de chef, on veut pas de gouvernement, c'est complètement con, c'est impossible, il nous faut un gouvernement. C'est plutôt de dire, puisqu'il faut un gouvernement, il faut qu'on en ait le contrôle. Et pour cela, il faut la démocratie. Or, la démocratie, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet par exemple de révoquer un gouvernement qui nous trahit. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il y avait donc l'État, le gouvernement, le truc. Bon, enfin voilà. Donc, chers zadistes, on a eu une discussion très sympathique sur Facebook où je vous disais que moi, je ne pouvais pas soutenir des gens comme vous dès lors que vous avez des revendications de ce genre-là. Je veux dire, si vous étiez borné aux revendications qui sont liées à la question de l'aéroport, j'aurais dit banco. Ça fait consensus, chacun ses convictions politiques sur des sujets comme l'anarchie, le socialisme ou que sais-je encore. Ça, c'est des vues idéologiques propres à chacun. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens d'être d'accord avec vous sur le fait d'être, parce qu'on est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, d'embrasser aussi vos convictions idéologiques concernant vos vues qui sont même pas anarchistes. Je crois que c'est l'anarchisme bas de gamme, c'est juste être anti-tout sans avoir une once de réflexion positive sur ce que l'on peut proposer. Donc voilà, ça je suis désolé, mais ça ne vous aide pas ce que vous faites là. Par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, moi j'avais eu écho il y a quelques années, parce que ça commence à dater maintenant votre ZAD, qu'il y avait eu des gentils-virus. Alors je précise pour ceux qui ne savent pas, mais les gentils-virus, ce sont des citoyens constituants, c'est-à-dire des gens qui voudraient que le peuple puisse réécrire sa constitution directement, donc avec des assemblées populaires, citoyennes, pour qu'on puisse refondre complètement le système, décider nous-mêmes de comment tout ça doit fonctionner.
Et c'est pas des méchants les antivirus. Bah, n'empêche que quand ils étaient venus vous voir à l'époque parce qu'ils voulaient discuter avec vous, ils s'étaient fait éjecter comme des malpropres. Hein, parce que effectivement, ils ont comme référence intellectuelle notamment Étienne Chouard. Et Étienne Chouard, on l'aime pas dans vos milieux parce qu'il serait supposé être un copain à Alain Soral, qui lui-même est un véritable diable. Excusez-moi, je cherche mon chemin en même temps. Mais ça devient complètement crétin, parce que quand bien même il pourrait y avoir quelques antivirus qui auraient en sympathie Soral, ce dont je doute très fortement, puisque lui-même se dit qu'il n'est pas démocrate, hein, au-delà de ses considérations sur un ensemble de sujets qui peuvent être polémiques ou non, à la base, il le revendique qu'il n'est pas démocrate. Donc les antivirus étant des démocrates radicaux, ça m'étonnerait qu'il trouve un quelconque intérêt à la propagande de Soral. Mais bon, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent l'apprécier, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ça vous dit quelque chose? Avoir le droit d'écouter tous les sons de cloche, être d'accord avec des gens sur telle ou telle considération, ne pas être d'accord avec eux sur d'autres, l'esprit critique. Enfin voilà, il faut de tout pour faire un monde, pour faire des opinions. Donc effectivement, on peut mystifier des tas de polémistes, des politiciens, des intellectuels qui parfois sont assez doués pour eux-mêmes s'auto-mystifier, hein, créer les conditions à cette mystification, mais n'empêche qu'il faut bien de tout pour faire un monde. C'est pas parce que Soral n'est pas un diable, c'est pas, faut se calmer. Il n'est pas au pouvoir, il n'a aucune influence réelle sur le monde, sur comment fonctionne la France actuellement. Bon, il a ses idées. On peut être d'accord avec lui sur certaines choses, ne pas l'être avec d'autres, et puis voilà, c'est tout. Arrêtez de vous bourrer le mou parce qu'il y a tout un tas d'ayatollahs qui décident pour tous de ce qu'on a le droit de penser ou pas, de qui on a le droit d'écouter ou pas. Là, vous passez pour des sectaires. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de sectaires et de fanatiques dans vos milieux. Donc voilà, c'était des petites choses que je voulais évoquer. Oui aussi, je voulais évoquer le fait que les ZAD, à la base, fondamentalement, moi je suis contre, parce que c'est des zones de non-droit. C'est un peu comme les banlieues pourries dans les cités malfamées où les flics et les pompiers n'osent même plus rentrer. C'est des zones de non-droit. Alors provisoirement, dans le cadre d'un siège pour résister à telle ou telle situation, pour faire une révolution, ça se tient. Mais fondamentalement, vous mettez en dehors du droit, en dehors des normes qui régissent la vie de tous. Et il faut bien voir que la majorité des gens ne se mettent pas en dehors du système, ne désobéissent pas aux lois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois illégitimes, mais d'abord il faut les étudier, les lois, avant de les contester en disant parce que des oligarques les écrivent sont forcément pourris. Bah non, en fait, quand vous les étudiez, la majorité des lois en fait sont très très bien faites et très intelligentes, très pertinentes. Alors effectivement, les oligarques actuels essayent d'en faire passer qui sont toujours de plus en plus dégueulasses. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des lois existantes sont pourries. Il y en a vraiment beaucoup de bonnes. Donc voilà, c'était un point que je voulais aborder. Les zones de non-droit, je suis furieusement hostile. Je considère que ça peut avoir un sens quand tout ça c'est provisoire, mais quand ça s'institue, je suis pas d'accord. Si vous voulez vraiment occuper un terrain pour former une communauté, à la base, vous avez des moyens légaux qui peuvent être gratuits ou à petit prix pour pouvoir le faire. Hein, et le monde ne se résume pas à vos délires communautaires, parce que vous êtes des communautaristes. Hein, quand vous contestez le système et que vous êtes dans votre délire sans frontieriste, et que vous avez le sentiment que tout le monde peut penser comme vous, désolé, mais vous êtes à côté de la plaque.
la majorité des gens ne sont pas comme vous, et vous êtes juste des communautaires, point barre. Vous êtes le même genre de communautaires que les excités islamistes qu'on peut avoir d'un certain bord, ou les ultra-féministes dans un autre bord, enfin voilà. Ce sont des gens qui ne réfléchissent plus en fonction des intérêts d'un peuple tout entier, ils n'en ont plus rien à foutre du peuple, ils sont repliés sur une dimension identitaire, fascisante, clairement communautaire. Et ça, franchement, ça ne sert absolument pas vos intérêts, vos revendications, votre image de marque. En fait, je ne sais même pas si vous en êtes conscient, mais vous avez une image de gauchistes crasseux, avinés, hystériques, sans éducation politique, hystérique. Voilà ce que vous dégagez comme image. Alors bien sûr, collectivement, c'est difficile de dire que tout le monde puisse être comme ça, mais enfin, il y a quand même quelques précédents. Je vous ai évoqué la question des antivirus qui s'étaient fait expulser. Bon, c'est déjà un indice. Votre tract en lui-même est un autre indice. Je sais pas, réfléchissez les mecs. Pardon, filles et garçons, hein, réfléchissez. Vous êtes à côté de la plaque. Bon, alors là, logiquement, je commence à me rapprocher de l'objectif si je me suis pas trop perdu. On va essayer de le trouver, mais je suis point sûr de bien y être. On n'y est pas encore. Ah si, il est là-bas. Donc ça va durer encore un petit peu de temps. Alors il faut meubler, c'est ça. Bon, alors on va parler on va continuer donc sur les zadistes. Donc dans la discussion, à la fin, ce qu'en gros on me faisait sous-entendre, c'est ouais, si tu nous soutiens pas, pourquoi nous on te soutiendrait? Et déjà, j'ai pas demandé votre soutien. Je vois pas pourquoi on mélangerait les torchons et les serviettes. Je veux dire, vous avez vos repères idéologiques qui sont sans frontiéristes. Moi, je défends le principe d'autodétermination des peuples. Donc, il paraît évident qu'on n'est pas du tout du même bord idéologique. Alors, vous voulez qu'on fasse convergence des vues? Bah déjà, respecter la souveraineté du peuple, respecter l'autodétermination des peuples, et mettez-vous à côté de nous sur nos revendications de démolir l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, de foutre en l'air le gouvernement actuel, tout en considérant que non, l'État ne va pas être aboli parce que vous le désirez, non, on ne va pas empêcher un gouvernement d'être constitué, on va peut-être même tout faire pour avoir la main sur le prochain gouvernement, mais soyons clairs. Nous, on est intangible sur nos revendications. On veut une constituante, on veut foutre en l'air Macron et son gouvernement, et toute l'oligarchie avec. Je crois que là-dessus, il faudra s'entendre. Bon, on arrive maintenant vers l'objectif. Alors, je vais voir si je peux basculer la caméra. Non, je peux pas. Alors, on va le voir, l'objectif. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, on le voit pas bien, c'est un peu dégueulasse, mais vous voyez, il y a deux torchons là. Enfin, deux. Il y en a un qui est pas très beau, qui est bleu, blanc, rouge. J'ai jamais vraiment aimé notre drapeau, mais bon, c'est le nôtre. On en a qu'un pour symboliser notre souveraineté. Puis on en a un autre à côté qui est étoilé. Alors, on va retirer ça. On va voir un peu comment se démerder. Écoutez, je coupe la caméra, je décroche, et ensuite, je reviens à vous. Donc, retour sur le torchon. Je suis désolé, je suis tout seul. J'ai pas pu filmer l'opération technique de décrochage. Ça n'a rien de compliqué en même temps. Mais voilà, il n'en reste plus qu'un, le torchon européiste. Et ben, vous le savez moi. Je vais le restituer à la mairie. Peut-être pas demain, mais mardi. Avec une petite lettre. Alors je vous fais voir, parce que j'aime bien prouver quand même ce que je fais. Voilà, il est là. Donc, ça en fait un de moins. Alors, petit détail.
Excusez-moi. Chers parents d'élèves, je ne sais pas si vous avez médité la question, mais chaque fois qu'il y a un torchon européen qui est pavoisé sur une école publique, en gros, ce qui est signifié par là par les charmants élus qui, avec nos impôts, budgétisent l'achat de ces saloperies pour les pavoiser, c'est vos gamins, on va les européiser. On leur désapprend l'histoire, le français, on défonce la grammaire. Tout est fait en fait pour que nos enfants ne puissent pas comprendre qui ils sont dans un pays, c'est quoi la France, c'est quoi la démocratie, qui n'existe pas d'ailleurs en France. L'histoire donc est de moins en moins enseignée, et de moins en moins bien surtout. Toujours avec un début partial, nous sommes nous avons une histoire uniquement dégueulasse. Nous avons juste été des colonisateurs, des esclavagistes, nous avons été des collabos. Voilà c'est quoi l'histoire de France, selon le point de vue de nos idéologues qui sont bien placés à l'éducation nationale. Par contre, l'Union européenne, c'est bien. Un grand projet universaliste, tout chou-poutou, etc. Évidemment, on ne va pas dire aux gamins, néanmoins en Grèce, l'Union européenne, c'est pas bien. Et puis en France, c'est aussi très contesté. On ne va pas leur expliquer c'est quoi le principe de souveraineté nationale en instruction civique. On ne va pas leur expliquer l'autodétermination des peuples. On ne va pas leur faire le lien avec la démocratie. Non, faut pas déconner non plus. Il faut qu'ils bouffent de l'Union européenne et qu'ils aiment ça. Bon, faites ce que vous voulez, chers parents d'élèves, mais peut-être qu'à un moment, il serait temps de réfléchir au fait qu'on est en train d'idéologiser vos gosses. De façon plus générale, puisque je discutais sur mon trajet avec nos amis zadistes, c'est quand vous, humble résistant que vous êtes, que vous allez vous attaquer au symbole de cette dictature. Je sais qu'en général, sur les dossiers de TAFTA, le libre-échange, les conneries de ce genre, vous n'êtes pas spécialement pro, vous n'êtes pas à fond dans l'Union européenne. Mais pourtant, dès qu'il s'agit de se battre contre cette merde, ne serait-ce que sur ces symboles les plus ostensibles, il n'y a plus personne. Bon, voilà. Bon, je vais pas être méchant avec vous, mais de toute façon, vous n'êtes pas les seuls à vous réclamer d'une quelconque résistance et puis en fait rien branler quoi. Si vous occupez un terrain, vous contestez, alors au nom de la contestation d'un projet infrastructurel qui effectivement n'a aucun intérêt, mais vous êtes juste en train de justifier une zone de non-droit et vous établir sur des terrains pour vivre votre petite vie communautaire. Vous auriez pu le faire de toute façon sans avoir à contester quoi que ce soit. Et puis l'idée c'est que quand bien même l'aéroport ne serait pas construit, ce qui vous intéresse c'est de garder la jouissance de ce terrain. Bon, voilà. C'est pas de la résistance à proprement parler, vous n'êtes pas en train de contester un gouvernement, vous n'êtes pas en train de contester un ordre établi. Vous défendez vos intérêts. Voilà. Vous avez saisi une opportunité avec ce projet d'aéroport, mais vous défendez vos intérêts. Moi, j'appelle tous les Français, et en particulier dans les réseaux eurolucides, à se bouger un peu le cul, à avoir un peu de courage, à pratiquer la désobéissance civile. Ces torchons-là, européens, ne sont pas reconnus dans la Constitution. On n'a pas de culture européenne, de sentiment européen, ça n'existe pas. Je fais des bisous à Macron là d'ailleurs. On n'est pas un peuple européen. Nous sommes une pluralité de nations au sein d'un espace géographique qui s'appelle l'Europe. Et l'Europe est très composite. Il y a des tas de langues différentes, des tas d'histoires différentes, des tas de repères culturels, économiques et d'intérêts géopolitiques qui sont très différents d'un pays à un autre. Ça ne veut pas dire qu'on veut se faire la guerre, ça ne veut pas dire
qu'on n'est pas capable de s'entendre, mais l'autodétermination des peuples, c'est respecter la souveraineté de chacun dans cet espace géographique. Donc l'Union européenne, il faut la dézinguer, il faut la démolir. Et puis oserais-je rappeler que quand des gens résistaient aux nazis en France, ils décrochaient des drapeaux nazis. Hein, il y a eu, que ce soit d'ailleurs en Grèce, en France ou ailleurs, on a décroché des drapeaux nazis. Bon, c'est pareil, l'Union soviétique, quand il y a des gens qui résistaient à l'Union soviétique, ils décrochaient des drapeaux soviétiques. Mais nous, en France, même décrocher un banal petit torchon, c'est même pas défoncer un McDo, c'est même pas, comment dire, commettre un crime, tuer un pourri, ou... Non, c'est rien, c'est banal. Donc c'est symbolique. Le préjudice matériel est insignifiant. Ça n'amènera jamais personne en prison. Alors pour ma part, je sais pas, parce que là, c'est une récidive pour ma part. Jusque-là, j'avais toujours laissé notre avocat défendre nos intérêts parce que je m'estimais pas assez bon pour... enfin voilà, je suis pas avocat ou juriste, même si je connais quand même un certain nombre de lois. Mais là, il me semble qu'il y a nécessité de refaire un petit tour au tribunal. Alors peut-être que ça va moins bien se passer justement parce que je récidive et que j'avais été condamné à du sursis, je crois, à un moment. Donc on verra jusqu'où ça ira. Mais cette fois-ci, amis policiers ou gendarmes qui auraient à me contacter, parce que je suppose que la mairie va déposer plainte ou pas. 90% des mairies ne font jamais rien, mais bon, on verra. Pas la peine de venir me chercher chez moi, me cueillir, contactez-moi, vous avez mon numéro, vous me connaissez bien désormais, vous savez que je viendrai. Je jouerai le jeu des procédures, et puis on ira jusqu'au bout, on verra ce qu'il en sera au procès. En attendant, je fais une bise à tous les décrocheurs. J'espère que vous avez pour résolution d'en décrocher des tonnes et des tonnes de torchons cette année. Parce que là, on a un idéologue européiste qui a réussi à prendre le pouvoir par usurpation, on a bien compris. Et lui, il le veut, son Union européenne fédéralisée, ces États-Unis d'Europe là. Il est à fond. Il a même été reconnaître le drapeau, l'hymne et l'euro qu'on n'avait pas reconnu dans l'article 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lui, il est parti les reconnaître parce que Mélenchon avait tergiversé sur le drapeau européen, pas pour dire c'est pas bien, l'idée même que l'UE cherche à imposer sa souveraineté sur nous à travers ce symbole ostensible. Non, c'est que le symbole en lui-même ne lui plaisait pas. Il le considère comme religieux, alors qu'il n'est absolument pas religieux dans sa construction, mais bon, il a dit des grosses conneries comme il est parfois capable d'en dire. Il veut plus d'étoiles pour symboliser le nombre de pays qui sont dedans. Bon, chaque fois qu'il y a un pays qui va rentrer ou sortir, il va falloir changer le nombre d'étoiles. Non, mais il faut arrêter de déconner. Le torchon, on le dénonce pour ce qu'il représente en tant que tel. Pas pour des conneries fumeuses du genre il y aurait une éventuelle inspiration religieuse derrière. C'est complètement con. Le torchon européen, c'est le symbole de souveraineté politique de l'Union européenne sur nos vies. Et si Mélenchon considère que l'Union européenne est légitime, peut continuer d'exister, il y a des tas de gens en France qui considèrent que c'est pas le cas. Voilà. Alors décrochez plein de torchons. Des bisous à tous.